Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à une stratégie d'investissement plutôt méconnue, très peu abordée et qui pourtant peut s'avérer particulièrement puissante et attractive. Donc cette stratégie consiste en fait à investir en utilisant eh bien des subventions qui sont mises à disposition des investisseurs immobiliers. Et bien évidemment, on va découvrir toutes les étapes, tous les process à suivre pour justement utiliser ce levier de la meilleure des façons. Mais avant ça, voilà, je vous laisse découvrir un aperçu de la présentation qui va vous être fait. Donc le sommaire, hein, on va d'abord s'intéresser, et c'est toujours très important de s'y intéresser, au contexte, parce que c'est lui qui va en quelque sorte favoriser plutôt une stratégie ou une autre. On va étudier les différents organismes donc qui distribuent des subventions, on verra les conditions, on verra quel type de biens immobiliers il faut cibler, le montant de ces subventions, les opérateurs. On verra également, et c'est une dimension très importante, comment on va valider les attentes de l'État. La dimension administrative également très importante, avec justement des points de vigilance. Et on va démontrer effectivement tous les effets, toute la puissance qui va pouvoir être générée par ce type de stratégie. On s'intéressera donc à la création de trésorerie que cela génère et également à tous les atouts pour votre fiscalité. On fera un petit point également sur les différentes solutions que vous pouvez trouver pour être accompagné dans vos démarches. Et enfin, on conclura avec un résumé, une synthèse de tout ce qu'on aura abordé pendant cette présentation. Donc tout d'abord, on va s'intéresser au contexte. Je l'ai dit en préambule, l'étude du contexte, c'est fondamental lorsqu'on souhaite mettre en place une stratégie d'investissement immobilier. Et ce contexte, pour ceux qui investissent, vous le connaissez, on est sur une période avec des taux qui ont augmenté par rapport à des taux qui étaient anormalement bas. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent entre 4 et 5%. On évoque une probable baisse début 2024. Écoutez, on verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, à mon sens, ça ne discrédite aucunement l'investissement immobilier. Lorsque j'ai commencé à investir il y a une quinzaine d'années, on était sur des taux légèrement supérieurs et ça ne m'a pas empêché de construire petit à petit un patrimoine immobilier. Donc bon, c'est pas pour moi l'élément qui est le plus perturbant aujourd'hui, mais en revanche, c'est vrai qu'on a comment dirais-je, des contraintes liées au financement qui sont produites par le Haut Conseil de stabilité financière, qui effectivement limite l'endettement, qui bien souvent exige un apport. On est également sur une période avec qui est marquée par une hausse du coût des rénovations. On a également comme contrainte ces diagnostics de performance énergétique qui sont beaucoup plus contraignants et exigeants qu'il y a quelques années. Et malgré tous ces points que je viens de soulever, on peut clairement pas indiquer qu'on connaisse une forte baisse des prix immobiliers. Ça a été peut-être un fantasme pour certains, mais en tout cas à ce jour, s'il y a une baisse, elle n'est pas globale. L'immobilier c'est vraiment hétérogène, donc voilà, mais on retrouve pas une baisse globale. Donc ce qui veut dire qu'en fait on a quand même des prix qui sont assez élevés. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie qu'on va étudier, elle est porteuse à mon sens, parce que on est dans un contexte en plus avec un état du parc locatif qui est particulièrement vieillissant. Hein, on peut parler d'insalubrité pour bon nombre comment dirais-je, de biens immobiliers. On a, je pense, pendant les prochaines années, les prochaines décennies, eh bien, un parc locatif français à rénover, à réhabiliter intégralement. Et d'ailleurs, c'est l'ambition de nos dirigeants, hein, qui parfois on a le sentiment qu'ils ne maîtrisent pas la dimension investissement immobilier, mais en tout cas, il faut reconnaître que l'ambition de redynamiser les centres-villes et l'ambition de rénover le parc immobilier, eh bien, elle a du sens quand on voit effectivement l'état de délabrement de bon nombre de nos immeubles. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a analysé ce contexte, on peut clairement constater que ce contexte, il oriente les investisseurs immobiliers à s'intéresser aux investissements qui répondent aux objectifs de l'État, en offrant justement des subventions pour combler des manques
et apporter des solutions aux problèmes de notre parc immobilier. Et l'État, naturellement, il va s'appuyer sur différents organismes qui vont mettre à disposition des subventions pour inciter les investisseurs immobiliers à participer de manière active à la rénovation de notre parc immobilier. Voilà, donc on va parler des différents acteurs, des différents organismes, des différents établissements, des programmes qui proposent donc et qui produisent différentes aides qui sont bien souvent cumulables. Alors, les acteurs majeurs que vous allez devoir connaître sont les suivants. On a donc l'ANA, donc c'est l'Agence nationale de l'habitat. On a Action Logement et Action Cœur de Ville. On a également l'outil ORT, on va un petit peu développer juste après. On a les dispositifs OPA, OPA-RU, et on a également quelques dispositifs locaux, régionaux, comme Rénove ta façade ou Rénove tes volets. Donc l'ANA, c'est l'opérateur de référence pour améliorer donc l'habitat privé. Il faut savoir que l'Agence nationale de l'habitat, elle agit depuis environ 50 ans, justement au cœur des problématiques sociales et environnementales. Sa mission, c'est justement l'amélioration du parc existant de logements privés. Et pour cela, elle va distribuer aux propriétaires des aides financières pour financer les travaux. Elle va également accompagner les collectivités dans, la conduite de leur politique de l'habitat. La vocation d'Action Logement est un petit peu différente puisque elle, sa vocation principale, c'est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi et ainsi contribuer à redynamiser économiquement le territoire français. Action Logement propose également divers financements pour aider les propriétaires bailleurs à justement concrétiser leurs projets de rénovation. Le dispositif Action Cœur de Ville, lui, se concentre davantage sur la redynamisation des centres-villes de villes moyennes. Et bien évidemment, ils vont vous accompagner à travers différentes actions pour justement participer à cette redynamisation et vous permettre également de constituer votre patrimoine immobilier. Alors évidemment, chaque dispositif a ses critères d'éligibilité, ses conditions que vous pouvez voir sur les slides. Alors sachez que je ne vais pas détailler tous les slides dans cette vidéo aujourd'hui. Ces slides, pour rappel, ils sont offerts aux contributeurs, au soutien de la chaîne via la plateforme Tipeee. Vous avez le lien en description. Mais voilà, il faut bien comprendre que chaque dispositif a ses propres règles, ses propres conditions. Alors ces conditions, et on va le voir un peu plus tard, sont généralement, et ce quel que soit le dispositif, liées à un plafonnement des loyers et à une amélioration de la performance énergétique. Un dernier mot sur le dispositif Action Cœur de Ville. Bien souvent, c'est un dispositif qui est très attractif, notamment sur la dimension financement, puisqu'il va permettre de pouvoir lever jusqu'à 1 000 € par mètre carré de surface habitable. Alors évidemment, les logements sont soumis à conditions de ressources et plafond de loyer. Vous allez également pouvoir bénéficier d'un prêt long terme amortissable à un taux fixe qui est bonifié. Et si on ajoute, si on cumule ces aides avec les subventions ANA, bien souvent, on arrive à un montant de subvention qui est proche des 50%. Et ça, justement, on va l'illustrer un tout petit peu plus tard dans cette vidéo avec justement un exemple chiffré par un opérateur avec justement le montant des subventions. Et vous verrez qu'on sera même au-delà des 50%. Pour vous donner l'ordre d'idée quand même, puisque je l'ai dit en préambule, effectivement, l'immobilier est hétérogène et ceux qui m'écoutent, qui se situent à Angers ou qui se situent à Béziers, à Nevers, à Bourges ou à Cannes, évidemment, l'immobilier, il est différent. Et là, pour témoigner de l'intérêt que pourrait avoir cette stratégie, il faut savoir que le dispositif Action Cœur de Ville, il concerne 234 villes moyennes. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte de France, où que vous soyez, vous devriez être proche, en tout cas, d'une ville moyenne concernée par ce dispositif. Afin de renforcer donc les interventions qui sont soutenues par le programme donc Action Cœur de Ville, on a cet outil qui s'appelle ORT, Opération de revitalisation de territoire, qui concerne 411 communes qui peuvent en bénéficier, 252 conventions qui ont été signées, et donc cet outil va s'adresser à tout territoire qui va vouloir mettre en œuvre un projet global de revitalisation.
Autrement dit, c'est un outil qui, en plus d'accompagner le programme ACV, donc Action Cœur de Ville, donc dans les villes moyennes, dont on a parlé, eh bien, il va également s'intéresser, s'occuper des petites villes de demain. Donc, c'est les communes qui sont lauréates de ce programme, donc petites villes de demain. Et donc, effectivement, ça va, on va dire, concerner encore plus de villes. Donc, c'est pour ça, où que vous soyez, sachez que vous avez probablement autour de vous une ville, une commune qui va être concernée par ce type de dispositif. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de s'intéresser à la puissance de cette stratégie, on va s'intéresser à un dernier dispositif. Il s'agit du dispositif OPA et également OPA-RU. Alors OPA, ça veut dire Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. L'objectif, c'est également la réhabilitation du parc immobilier bâti. Donc c'est un dispositif qui est contractuel et qui prend la forme d'aides financières et de services d'accompagnement en vue bien évidemment de procéder à la réhabilitation du parc immobilier bâti. Donc sans rentrer dans tous les détails, vous avez tout sur les slides pour ceux qui sont intéressés. Initialement, le dispositif OPA, il s'intéressait surtout aux logements insalubres ou sans confort, situés dans les quartiers anciens ou dans les bourgs ruraux. Aujourd'hui, son champ d'application, il a été un petit peu étendu puisqu'il s'intéresse également aux logements qui sont plus récents. Donc ce dispositif, il se caractérise par donc la mise en place d'un dispositif d'incitation qui est ouvert donc aux propriétaires privés qui vont donc réaliser des travaux. Également le développement d'une offre locative à vocation sociale, et on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin l'engagement d'investissement public en faveur des espaces publics, des équipements et également des services pour améliorer l'environnement urbain. Précisons quand même que des OPA, il y en a des plus spécifiques, notamment on a l'OPA RU, qui est donc un OPA de renouvellement urbain, donc qui va se déployer en fait sur des territoires urbains qui sont confrontés à des problèmes d'insalubrité. Je le disais tout à l'heure lors de la présentation de ce chapitre, on a effectivement des dispositifs qui sont vraiment locaux, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui peuvent comment dirais-je, souhaiter inciter les propriétaires de leur ville à rénover leur façade ou leurs volets, qui vont mettre en place des incitations et des dispositifs spécifiques. On a par exemple donc des dispositifs comme Rénove ta façade ou Rénove tes volets. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, c'est différentes communes qui vont mettre ça en place. Donc là, on a beaucoup parlé de théorie, d'organismes, d'établissements, c'est pas le plus intéressant, et pourtant, il faut les connaître, et c'est pour ça que j'ai pris soin de vous les présenter. Maintenant, concrètement, on va s'intéresser aux conditions que vous allez devoir remplir pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Alors, tout d'abord, ces aides vont concerner le mode d'exploitation de votre investissement locatif. En l'occurrence, là, c'est précis, il faudra exploiter votre logement en location nue. Je précise qu'il existe toutefois des aides qui sont produites par des communes qui visent à, comment dirais-je, aider les propriétaires à rénover leur façade, leur toiture, leur commun, quel que soit le mode d'exploitation. Mais étant donné que c'est vraiment du cas par cas, on va pas aborder. Mais dans la grande majorité des cas, pour bénéficier d'un fort montant de subvention, il faudra exploiter votre logement en location nue. Ce logement va devoir constituer la résidence principale de votre locataire. Le loyer que vous allez appliquer à votre locataire, il sera plafonné. On a 3 niveaux de plafonnement. On va en parler un petit peu plus tard. On aura ce qu'on appelle le loc 1, c'est le comment dirais-je, le loyer intermédiaire. Le loc 2, donc c'est le loyer social. Et le loc 3, c'est du très social. Évidemment, comme condition, vous vous en doutez, on a des conditions liées à la durée d'exploitation, c'est-à-dire qu'il va falloir exploiter ce logement nu un minimum de 6 ans, parfois c'est 9 ans. Et évidemment, c'est dans l'air du temps, il faudra que vos travaux produisent un gain énergétique d'au moins 35%. Maintenant qu'on s'est intéressé aux conditions d'éligibilité du bailleur, intéressons-nous aux critères qui sont liés au type de biens qu'il va falloir cibler pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Donc le périmètre de recherche, on l'a indiqué précédemment, donc ça va être des périmètres ORT, OPA ou OPA-RU. On va cibler des immeubles de rapport d'une surface minimum de 150 m². Immeubles, je le précise, qui peuvent être mixtes, c'est-à-dire qui peuvent contenir des locaux commerciaux et des locaux d'habitation. Il va falloir que ces immeubles, vous l'avez compris, soient à rénover totalement.
et bien évidemment qu'il ne soit pas occupé. Le montant des subventions, c'est ce qui vous intéresse évidemment le plus, et c'est normal, c'est ce qui va constituer le levier d'enrichissement. Le montant va dépendre de différents facteurs. Parmi ces facteurs, on va trouver donc le prix du bien, la localisation, puisque on l'a vu, hein, selon la localisation, eh bien, on va pouvoir identifier le type de subvention auquel on a droit. On a également comme élément qui va être pris en compte la surface de plancher et, je précise, les annexes. Les surfaces donc permettent d'identifier le type de loyer appliqué et par conséquent le montant des subventions. Donc les surfaces annexes vont être prises en compte pour moitié dans le calcul de la surface habitable. Et c'est très important lorsqu'on va devoir définir le plafond du loyer appliqué, plafond qui donc se calcule par rapport au mètre carré, donc à une surface. Donc évidemment, lorsqu'on a des annexes, eh bien ça va permettre de pouvoir augmenter ce plafond. Autre facteur déterminant dans le calcul du montant des subventions qui va vous être alloué, c'est le nombre de lots et la typologie des lots. Alors, je m'explique. Des organismes qui distribuent des subventions, ils ont évidemment des souhaits, notamment pour favoriser une sorte de mixité sociale, une hétérogénéité dans les lots qui vont être proposés à leurs habitants. C'est-à-dire que si vous ne proposez, vous achetez un immeuble, vous voulez faire 20 studios, eux, ça va peut-être pas leur plaire, parce qu'ils ont besoin de loger également des familles. Donc, ils vont pouvoir vous inciter à produire des T3, des T4, plusieurs T2, des studios, etc. Donc tout ça, encore une fois, pour favoriser tout simplement l'hétérogénéité de leurs besoins. Là, je vous ai mis à l'écran un exemple de simulation de subvention qui a été réalisé par l'aménageur VAD, donc c'est VAR Aménagement Développement, pour un immeuble situé à Brignoles, donc dans le Var, un immeuble mixte. Et donc on peut se rendre compte en fait que plus le loyer plafonné appliqué est bas, donc plus on tend vers un loyer log 2, log 3, donc social ou très social, et plus le montant des subventions est élevé. En effet, pour un loyer libre, c'est-à-dire un loyer qui ne serait pas plafonné, on aurait 12% de subvention. Pour un loyer intermédiaire, on basculerait à 32% de subvention. Et enfin, pour un loyer social log 2, on atteindrait 59% de subvention. Donc tout ça, c'est pour vous démontrer qu'effectivement, l'État souhaite vraiment vous inciter d'une part à rénover, à réhabiliter des immeubles, mais également à appliquer des loyers, entre guillemets, sociaux pour pouvoir accueillir des personnes qui sont dans le besoin. On reviendra en fin de vidéo sur l'étude et l'analyse d'une de ces simulations pour que vous compreniez bien combien ces stratégies peuvent être vecteurs d'enrichissement. Donc là, dans cet exemple de simulation, on a évoqué l'opérateur VAD, mais il existe différents opérateurs. En fait, ce sont des organismes qui sont mandatés par l'ANA, qui travaillent en collaboration avec les mairies, avec les services d'urbanisme, avec les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, pour justement déterminer le montant des aides et pour pouvoir également accompagner les investisseurs dans leur démarche. Donc on a effectivement VAD, VAR Aménagement Développement, pour le Var, on a Urbanis, on a la SPL, donc la Société Publique Locale, dans les Alpes-Maritimes à Grasse, on a InCité à Bordeaux, on a Citémétrie, on a Solia, on a différents organismes, différents opérateurs, et bien évidemment, quand vous faites une étude, une analyse, il convient de prendre contact avec ces opérateurs. Donc une fois que vous avez détecté un bien qui pourrait correspondre à tous ces critères et que vous souhaitez vous positionner, pour vous assurer de valider les attentes de l'État et obtenir ces subventions, il y a quelques astuces, quelques procédés à mettre en place pour justement faciliter tout ça. Tout d'abord, dans l'organisation de ces travaux, il faut savoir que si le montant des travaux est supérieur à 100 000 €, vous devrez mandater un maître d'œuvre. Alors évidemment, ça a un coût, c'est entre 12 et 14%. De la même façon, et là c'est très important, les professionnels qui vont travailler sur votre chantier devront être labellisés RGE. Ça c'est fondamental, c'est obligatoire. Un audit énergétique incitatif RGE devra également être réalisé, et bien évidemment plus l'étiquette énergétique sera élevée, plus les subventions
évolueront. Concernant l'audit énergétique incitatif, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement c'est un bilan qui permet d'analyser en fait un logement en profondeur pour connaître ses sources de déperdition thermique, la performance de ses équipements, ou encore eh bien tout simplement définir les travaux les plus pertinents à réaliser pour améliorer la situation. Alors jusqu'à présent, il y avait une différence qui était faite avec l'audit, comment dirais-je, réglementaire, qui lui était réalisé par le vendeur, alors que l'audit incitatif est réalisé par le maître d'ouvrage. Mais à partir de l'année prochaine, enfin de 2024, en fait, il va y avoir une harmonisation entre ces deux types d'audits. Pour les investisseurs qui souhaitent réaliser des projets BBC, c'est-à-dire bâtiments basse consommation, il faut savoir que, bien évidemment, il faudra assurer votre chantier, donc ça c'est environ 2000 €, mais il faudra également eh bien, payer une certification du label BBC, et celle-ci coûte environ 2500 €. Pour valider les attentes de l'État, vous l'avez compris, on parle beaucoup d'amélioration de la performance énergétique, et cette amélioration, eh bien, elle consiste effectivement à s'intéresser à différents points. Vous avez notamment le système de chauffage et de gestion, vous avez également la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation de l'habitat, elle rentre en compte depuis quelque temps maintenant, de même que eh bien, l'isolation, hein, de manière générale, ainsi que les menuiseries extérieures. Donc soyez particulièrement vigilants à ces points-là pour justement démontrer que vous avez donné un maximum d'attention à l'amélioration de la performance énergétique de votre rénovation. Partie 8 de cette vidéo, la dimension administrative. Alors c'est un petit peu le côté négatif de cette stratégie d'investissement immobilier à subvention. Il en faut bien un. Il est vrai que il va falloir prendre en considération le fait que vous allez devoir communiquer avec différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes objectifs, et qu'il va falloir en fait essayer de trouver une sorte de consensus au milieu de toutes ces exigences pour avancer, et vous allez y arriver, et obtenir justement vos subventions. En fait, en échangeant avec l'ANA, les architectes de bâtiments de France, le service urbanisme de votre mairie et votre opérateur, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a l'un qui voudrait avoir des façades de telle couleur, l'autre qui voudrait que l'ancien four à pain de votre immeuble qui se situe dans un quartier historique, eh bien, reste en l'état pour préserver le caractère patrimonial, et puis l'autre qui va vous dire qu'il faut absolument créer un studio à cet endroit-là. Bref, donc tout ça pour vous dire que voilà, attendez-vous, soyez patient, indulgent, résilient. Le jeu en vaut la chandelle, clairement, mais effectivement, c'est le côté négatif. Il va falloir être armé vraiment de patience et être solide pour pouvoir. Alors, ça peut se passer très bien, hein, mais je sais que dans certaines communes, voilà, il y a quelques objectifs antagonistes, et puis il faudra simplement trouver un consensus. À cela s'ajoute une vraie dimension administrative, dans le sens où il va falloir, comment dirais-je, fournir des documents, hein, pour comment dirais-je, remplir vos dossiers et être éligible à ces subventions. Et parmi ces documents, naturellement figurent les devis, hein. Devis, je précise, qui devront être fournis pour chaque document, pardon, pour chaque logement créé. C'est-à-dire que même si vous faites un devis pour la rénovation intégrale d'un immeuble que vous allez diviser en 8, par exemple, il faudra que ces devis soient adaptés pour chaque logement individuel afin de pouvoir être exploité par l'opérateur. Il vous faudra également fournir le numéro ACERMI des matériaux. En fait, la certification ACERMI, c'est un marquage qui est attribué aux isolants thermiques par une association qui s'appelle l'Association pour la certification des matériaux isolants, donc ce qu'on appelle la CERMI. Et cette certification, elle est naturellement obligatoire sur tous les produits d'isolation thermique, et ce depuis mars 2003. Voilà, et ça vient compléter le marquage CE68. Alors, on va pas, voilà, mais il faut simplement prendre en compte que vous allez devoir fournir encore une fois des documents pour légitimer que pour démontrer que les matériaux que vous utilisez répondent aux objectifs d'amélioration de la performance énergétique. Évidemment, quand vous faites appel à des professionnels pour réaliser la rénovation de votre bien, de votre immeuble, il conviendra naturellement de demander donc l'assurance RCP, responsabilité civile professionnelle, ainsi que les garanties décennales, donc de la maîtrise d'œuvre et des entreprises intervenantes.
Voilà, donc ça fait à peu près 25 minutes, qu'on est ensemble, et qu'on évoque, des notions assez théoriques. Je l'entends, et vous vous demandez peut-être: «OK, très bien, on va toucher des subventions, mais qu'est-ce que ça va, générer dans mon parcours d'investisseur?» Alors, tout d'abord, ça va, générer un levier d'enrichissement important via la création de trésorerie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces subventions sont versées après la réalisation des travaux. Autrement dit, après l'obtention de votre financement. Donc vous allez faire une demande de financement pour un montant incluant, ces travaux, d'accord? Et suite à la réalisation de ces travaux, vous allez toucher ces subventions. Et évidemment, avec cette trésorerie, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez réaliser un remboursement partiel ou total si vous avez mis un fort apport de votre crédit, d'où l'importance d'ailleurs de négocier l'absence d'IRA, donc d'indemnité de remboursement anticipé. Et ça, évidemment, bah, ça va générer bah, une baisse importante de votre taux d'endettement et ça va vous permettre éventuellement d'enchaîner, en tout cas d'enchaîner plus facilement que si vous n'aviez pas cette trésorerie. Et ça va également, naturellement, constituer un moyen d'augmenter votre cash flow. Donc avec ce cash flow, effectivement, vous allez pouvoir également bah, soit réinvestir dans d'autres supports d'investissement, ou soit eh bien, constituer un apport. En tout cas, ça ne fera pas de mal à votre taux d'endettement. Si toutefois vous avez mis un apport dans votre projet, ce qui est bien souvent le cas, eh bien, en touchant ces subventions, vous allez pouvoir reconstituer cet apport pour, encore une fois, vous positionner sur un autre projet et donc enchaîner, ou bien tout simplement eh bien, reconstituer une épargne de précaution. Vous allez également pouvoir acheter un bien cash. C'est-à-dire que si vous touchez par exemple 120 ou 130 000 euros de subvention, hein, c'est des chiffres tout à fait plausibles, vraiment. Eh bien, si par exemple votre taux d'endettement est vraiment élevé et que vous ne souhaitez pas investir en société, eh bien, vous allez pouvoir également vous dire, bah écoutez, je vais acheter un bien cash. C'est un levier, alors souvent on le déconseille, on dit qu'il faut utiliser le levier d'emprunt bancaire. C'est vrai, mais investir dans un bien cash, si c'est dans une donne patrimoniale, ça va vous permettre ensuite de faire du prêt hypothécaire. Je vous invite à consulter la formation sur cette chaîne concernant le prêt hypothécaire. C'est un levier également très pertinent. Acheter un bien cash, ça vous permet également de toucher des loyers et donc d'augmenter votre capacité d'emprunt et donc de favoriser également l'enchaînement. Je viens de citer cette notion d'enchaînement à plusieurs reprises, puisque bien souvent, c'est l'une des difficultés majeures rencontrées par bon nombre d'investisseurs en ce moment. Il est particulièrement difficile d'enchaîner. Donc voilà, voyez cette stratégie comme un vecteur justement d'enchaînement. Autre possibilité, autre option, et celle-ci à mon sens, elle revêt un caractère, vraiment attractif, puisque je le dis souvent dans mes vidéos. À un moment dans votre parcours d'investisseur, il faut se professionnaliser et il faut investir en société. Lorsque vous allez toucher ces subventions, admettons que vous touchiez, la somme dont j'ai parlé là, de 120 000 €, eh bien vous pouvez également, l'apporter à une société. Alors ça peut être une société civile, et donc vous allez, apporter cette somme et puis, faire l'acquisition d'un bien. En sachant que bien naturellement, bah, la société civile vous sera redevable, de cette somme, hein, ce qu'on appelle un apport en CCA, un apport en compte courant d'associé. Et donc naturellement, vous pourrez récupérer cet argent, sans aucune, fiscalité. De la même façon, si vous souhaitez, investir, au sein d'une société commerciale pour, par exemple, vous lancer dans une activité de marchand de biens, on sait que, l'une des difficultés majeures rencontrées par les néo-marchands de biens, c'est, justement le financement et l'apport qui est indispensable. Et bien là, vous pourriez, investir dans votre société, et bien, le montant des subventions que vous aurez touchées, donc ça vous fera un apport pour vous lancer. Et si vous êtes déjà marchand de biens, eh bien ça vous permettra également, de pouvoir, eh bien, investir ce montant dans un projet de marchand de biens. Vous le savez, la trésorerie, c'est vraiment un enjeu, essentiel, dans un parcours d'investisseur, et le fait de pouvoir toucher, d'un coup, un montant, très important de trésorerie, vous l'avez vu, vous offre énormément de possibilités pour poursuivre votre parcours d'investisseur et ça, c'est vraiment fondamental. Autre levier, d'enrichissement, alors on va parler d'un levier indirect, ça concerne la, fiscalité. Il faut savoir que
en répondant favorablement aux conditions d'éligibilité de ces subventions, vous allez également répondre aux conditions de différents dispositifs de défiscalisation. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier et cumuler des avantages des subventions et également des dispositifs de défiscalisation. Donc on va aborder 3 dispositifs de défiscalisation ainsi que le déficit foncier et on va voir que ça va, vos investissements en tout cas dans ces biens éligibles aux subventions vont vous permettre de produire également de nombreux avantages fiscaux. Alors, un point d'attention, en ce qui concerne le déficit foncier, il convient bien évidemment que l'investisseur relève de plein droit ou sur option du régime réel d'imposition et non du régime microfoncier. Sinon, il ne pourra pas bénéficier du déficit foncier. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai publié une vidéo concernant le déficit foncier. Je considère qu'il est parfois un petit peu survendu. Si ça vous intéresse de comprendre pourquoi, il y a une démonstration qui est effectuée donc sur cette chaîne. Néanmoins, il y a des investisseurs qui ont un véritable intérêt à faire du déficit foncier. Et donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça s'articule. Donc, tout d'abord, quels travaux vont être éligibles à ce déficit foncier? Alors, les travaux éligibles, ils sont prévus par l'article 31 du CGI et concernent principalement les dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces dépenses de travaux vont être déductibles l'année de leur paiement, ou sur 2 années si ils sont réalisés à cheval entre 2 années. Et on va pouvoir les déduire sur, d'une part, les revenus fonciers sans limitation de montant, et d'autre part, pour l'excédent du revenu global. Et ce, dans une limite de 10 700 €, ça c'est la norme, mais il est possible depuis quelques mois de le déduire dans une limite de 21 400 € sous condition. Ces conditions, c'est lié encore une fois au DPE. Je vous invite à consulter donc la vidéo que j'ai effectuée à ce sujet sur le déficit foncier sur la chaîne pour en savoir plus. Alors attention à quelques points de vigilance, très peu en parlent. Si vous effectuez des travaux qui sont mixtes, c'est-à-dire qui concernent des travaux éligibles au déficit foncier et non éligibles au déficit foncier, il va falloir effectuer ce qu'on appelle une dissociabilité technique de ces travaux, justement pour ne pas déduire ceux qui ne sont pas éligibles. Autre point de vigilance, très important également, veillez à l'appréciation globale de votre projet de rénovation, et ce afin d'éviter les obstacles à toute déductibilité. Si par exemple il y a une atteinte notable aux grosses œuvres, ou si par exemple vos travaux participent à une augmentation des volumes, là on sera plus dans le cadre de la déductibilité. Donc soyez vigilants à cette notion d'appréciation globale. On s'intéresse maintenant au dispositif ANA Loc Avantage. Donc, comment ça se passe? On l'a un petit peu abordé tout à l'heure. En fait, il y a 3 niveaux de conventionnement possibles donc pour les loyers. Il y a le loyer donc intermédiaire Loc 1, loyer social Loc 2 ou très social Loc 3. Parfois, on peut également y ajouter une intermédiation locative. Encore une fois, tous ces sujets sont abordés dans le volume 4 de la formation fiscalité sur cette chaîne, formation évidemment gratuite. Et je vous invite également, lorsque vous faites une étude de marché sur une commune et que vous voulez connaître justement le montant du loyer en Loc 1, Loc 2 ou Loc 3, vous trouvez tous ces éléments, tous ces plafonds sur le site internet du service public. Donc n'hésitez pas à le consulter. On l'a dit tout à l'heure, pour bénéficier des subventions, là c'est pareil, pour bénéficier du dispositif ANA, en termes de défiscalisation, il va falloir, remplir des conditions liées au logement. Le logement doit être loué, bien évidemment, vide, et doit constituer la résidence principale du locataire. Il y aura également une notion de performance énergétique, une étiquette minimum à respecter. Le loyer, donc, il sera plafonné pendant une durée minimum de 6 ans. Et il y a également des conditions de ressources du locataire qui seront à remplir. Alors maintenant, comment ça se passe en termes de réduction d'impôt? En fait, c'est assez simple. Si vous appliquez un loyer intermédiaire, vous aurez 15% de réduction d'impôt, voire 20% si vous faites intervenir une intermédiation locative, c'est-à-dire en gros un gestionnaire qui va s'occuper de louer votre bien à des personnes dans le besoin. Si vous appliquez un loyer social, vous bénéficierez de 35% de réduction d'impôt
ou 40% si vous êtes en intermédiation locative. Et enfin, si vous appliquez un loyer très social du l'octroi, vous aurez 65% de réduction d'impôt. Donc encore une fois, tout va dépendre de votre profil d'investisseur, de votre tranche marginale d'imposition, pour savoir si pour vous ça a un intérêt de souscrire à ce dispositif. Il y en a qui vont être plus attirés par du Malraux, du Normandie, enfin vraiment ça va dépendre typiquement de votre profil. Concernant le dispositif Malraux, alors c'est assez simple. En fait, la réduction d'impôt Malraux, elle consiste en une réduction soit de 22%, soit de 30%, ça va dépendre de la localisation donc de votre projet immobilier. Et donc, réduction appliquée sur le montant des dépenses de travaux éligibles. Dépenses qui concernent donc les charges foncières droit commun et bien évidemment les dépenses de travaux, que ceci soit imposé ou autorisé par l'autorité publique. Et il faudra également que ce soit conforme au PSMV ou au PVAP ou encore à la DUP. Alors ces acronymes ne vous parlent probablement pas et d'ailleurs personne ne vous demande de les retenir par cœur. Pour information, le PSMV c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PVAP c'est le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et enfin la DUP c'est la déclaration d'utilité publique. Parlons maintenant des conditions pour que ce dispositif soit donc accessible. Il convient que l'immeuble soit situé dans un SPR. Un SPR, c'est un site patrimonial remarquable. On doit se trouver dans le cadre d'une restauration complète de l'immeuble bâti. Il y a également un engagement de location nue. Cette fois-ci, il n'est pas de 6 ans, il est de 9 ans, donc c'est un peu plus engageant en termes de durée. Et la réduction d'impôt, elle sera plafonnée à 400 000 €. Évidemment, point de vigilance, et c'est d'ailleurs valable pour tous les types de dispositifs, il y a une obligation de solliciter une autorisation de travaux. En tout cas, avec ce dispositif Malraux, on arrive à générer vraiment de très importantes réductions d'impôts. Encore faut-il être concerné, évidemment, mais c'est un dispositif qui est vraiment puissant, encore plus quand on est sur du Malraux 30. On termine avec le De Normandie. Alors le De Normandie, c'est un dispositif qui est très semblable au dispositif Pinel. Très décrié le Pinel. Il y a des bons, il y a des mauvais Pinel, on va dire. C'est comme les chasseurs. Le De Normandie, alors pour vous le résumer, on est sur une réduction d'impôt avec un impact fiscal de 12 ou de 18%, voire de 21%, si l'engagement de location, qui est de 2 ou 9 ans, va jusqu'à 12 ans. Il y a des conditions évidemment concernant le logement. Donc pour que le logement soit éligible, eh bien, il faudra qu'il soit l'objet de travaux de transformation ou d'amélioration. Il y a également des plafonds de loyer. Il y a également des ressources, hein, et ça c'est identique d'ailleurs au Pinel. Concernant la mise en location, on sera également sur du nu et sur une résidence principale pour l'occupant. Point important, il faut que le coût des travaux représente à minima 25% du coût de l'opération, c'est-à-dire un quart du coût de l'opération. Il y a des points de vigilance également, c'est-à-dire que ce dispositif de Normandie, il n'est disponible que dans les communes qui sont définies par un arrêté et les communes qui sont sous convention ORT, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, comme pour bon nombre de dispositifs, il y a également une exigence qui concerne une diminution des consommations énergétiques. Alors pour illustrer ces différents leviers, soit d'enrichissement ou soit d'intérêt sur votre fiscalité, eh bien on va réanalyser une simulation qui avait été effectuée par donc un opérateur, l'opérateur VAD, concernant donc un immeuble dans le Var. Donc je précise également que cet exemple analyse un immeuble qui est réel, hein, puisque justement cet immeuble, eh bien, on le commercialise au sein de l'agence des investisseurs, donc agence pour ceux qui l'ignorent dans laquelle je suis associé. Et donc cet immeuble a une superficie de 150 mètres carrés et était proposé au prix de vente de 138 500 €. La simulation que vous voyez à l'écran actuellement, elle applique ce qu'on appelle un loyer log 2, c'est-à-dire un loyer social. Évidemment, l'opérateur avec lequel vous allez collaborer, il va vous produire différentes simulations, dont des simulations avec du loyer intermédiaire ou du loyer libre. Et ensuite, eh bien, vous allez vous orienter vers la simulation
qui vous procurent eh bien, les effets qui sont les plus attractifs pour votre profil et pour vos objectifs. Donc là, dans ce scénario et donc dans cette simulation, donc avec un loyer plafonné loc 2, eh bien, l'investisseur qui se positionnerait donc sur ce projet pourrait bénéficier de 59 de subvention, ce qui représente un montant de 111 790 €, hein, pour un coût de réhabilitation total de 188 654 €. Et donc malgré des contraintes de loyer plafonné en loc 2, hein, ce qui est assez contraignant puisque le plafond il est entre guillemets «plutôt bas», eh bien le rendement annuel, il atteindrait, toutefois 8,23. Alors on peut parler, de rendement net également puisque au vu, des travaux, du montant des travaux qui ont été réalisés, en termes de fiscalité, on va pas être embêté pendant quelques années. En termes de réduction, d'impôts, on sera sur une réduction d'impôts, qui sera de 3 897 € par an, soit sur 6 ans, qui est la durée de l'engagement, minimum, de 23 383 €. Donc c'est pas négligeable et surtout, ça va vous permettre, une fois que vous aurez donc, terminé, vos travaux, et que vous aurez donc validé vos dossiers, de toucher, la somme de 111 790 € quelques mois après, la réalisation de ce projet. Et ça, c'est un levier, encore une fois, très puissant puisque on l'a vu précédemment, ça va vous apporter plusieurs possibilités. Avec ces 111 000 €, vous allez pouvoir, soit venir, réduire partiellement votre crédit, soit même, totalement si vous aviez mis un apport très important. Vous pourrez également, eh bien, effectuer un apport en CCA, dans une SCI, hein, on l'a dit tout à l'heure, ou, tout simplement vous lancer dans une activité de marchand de biens. Enfin voilà, c'est vraiment difficile aujourd'hui, de dégager, de recevoir, un montant à 6 chiffres comme ça, sans faire une plus-value en marchand de biens qui en plus est taxé et cetera, hein, là c'est net. Donc vraiment c'est, un outil, cet investissement, à subvention très puissant. Et d'autre part, une fois que vous avez, terminé votre période d'engagement, eh bien vous pourrez, louer évidemment, votre bien, enfin les différents lots de votre immeuble plus cher. Vous pourrez également revendre un ou plusieurs lots, après ça dépend, quel est votre objectif. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez apporté quelque chose à votre bien, par rapport à l'achat initial. Donc vous l'aurez valorisé et donc très certainement, vous pourrez, le revendre plus cher. Donc vous aurez encore un levier d'enrichissement au moment de l'arbitrage. Avant de procéder à la conclusion, j'aimerais, vous parler d'une société qui s'appelle Wimob. En fait, moi, lorsque je me suis intéressé à cette stratégie, c'est, donc via mon activité au sein de l'agence d'investisseurs dans laquelle je propose des biens pour investisseurs et notamment des immeubles, qui sont, éligibles à ce genre de subvention. Et j'ai pu, en fait, m'appuyer sur, l'expertise de cette société Wimob pour pouvoir accompagner, des investisseurs qui étaient intéressés, par ce genre de projet. Donc d'une part, j'ai pu, bien évidemment constater leur expertise et leurs compétences à, pouvoir accompagner les clients de mon agence, qui souhaitaient, je dirais, investir dans ce type de projet. Et puis effectivement en échangeant avec, l'un des fondateurs, qui s'appelle Aymeric Lafage, et bien j'ai pu encore davantage, comprendre, et bien, la puissance de cette stratégie. Donc je vous parle de cette société, je précise, bien évidemment que je n'ai aucun, contrat, ou partenariat, avec cette société. C'est une recommandation, tout à fait honnête et objective. En fait, Wimob vous permet de, comment dirais-je? D'être accompagné dans vos démarches d'obtention des subventions. Ils effectuent également une étude du marché, ils vont analyser les biens, ils vont vous proposer également des partenaires, professionnels. C'est eux qui vont monter, tous vos dossiers. Enfin, vous avez vraiment un accompagnement, de A à Z sur ces questions-là. Donc, effectivement, ça peut être vraiment une solution pour vous aider à obtenir, comment dirais-je? À maximiser vos chances d'obtention. Et puis en plus, ils vont également vous accompagner sur l'obtention de d'autres subventions qui sont parfois méconnues.
Voilà, ça fait près de 45 minutes qu'on est ensemble sur cette présentation de cette stratégie, immobilière plutôt, méconnue, mais qui reste à mon sens particulièrement, pertinente, notamment dans un contexte où l'enchaînement, je l'ai dit, est difficile et où la possibilité de baisser son taux d'endettement, ou encore de générer de la trésorerie pour un apport est fondamentale. Et je pense que, le fait de participer également à la rénovation d'un parc locatif, français vieillissant est, tout à fait louable. Évidemment, ça permet également de valoriser des biens immobiliers et ça, c'est également vecteur d'enrichissement. Donc même si, effectivement, on peut douter, régulièrement des décisions qui sont prises par nos dirigeants, concernant, certaines évolutions, juridiques, fiscales, ou encore réglementaires, qui touchent bien évidemment à l'immobilier. Hem, Mon sentiment, c'est que, un investisseur, de toute façon, il y changera rien. Il doit, en permanence s'adapter à ces nouvelles règles du jeu et je pense que le fait de les étudier, de les, analyser, de mieux les appréhender, eh bien, ça va lui permettre, justement, de pouvoir les utiliser et encore mieux, de performer. Merci à tous pour votre, attention et votre intérêt. Je vous souhaite à tous d'excellents projets pour cette année 2024. À bientôt.